Au revoir. Monsieur Pascal Bugins, qui est l'actuel maire de Castres. Pascal, est-ce que vous pouvez peut-être actionner votre... voilà, super, Voilà. merci. Bonjour Voilà. à toutes et à tous. On Bonjour. vous, on vous voit à la mairie de Castres, c'est très bien, c'est parfait. Merci Pascal Bugis d'avoir accepté donc cette audition. Très rapidement, hein, vous avez été, puisque nous venons d'auditionner, comme vous le savez, Monsieur Mandement a été élu maire de Castres à partir de 2001 et vous êtes encore maire en exercice aujourd'hui. Très rapidement, je vous laisserai avoir un propos liminaire, évidemment, mais il est important pour nous voilà, de comprendre quel était le rôle que vous avez joué et qui nous permet d'aboutir aujourd'hui au chantier de l'autoroute A69, la participation qui a été la vôtre aux différents débats publics, à l'élaboration des déclarations publiques, aux relations que vous avez eues dans le tas avec l'État, les collectivités territoriales, le région, le département. Je me permets de satisfaire à une obligation dans le cadre de cette commission d'enquête ou au titre donc de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de vous demander de dire je le jure. Je le jure. Merci, monsieur le maire. Je vous laisse la parole pour votre propos liminaire. Je céderai en suivant, ou peut-être madame Arrigui, vous voulez déjà d'ores et déjà Oui, intervenir oui, oui, bien pour sûr. quelques questions, et puis ensuite je passerai la parole à mes collègues s'ils ont des questions à vous poser. Madame Arrigui. Bonjour, Monsieur Bugis. Alors, désolé pour Bonjour. les interférences parce qu'on a été un petit peu plus long que prévu par rapport à la première audition. C'est toute la contrainte, évidemment, des visios qui évitent le déplacement, mais qui montrent effectivement quelques difficultés de fonctionnement. Mais enfin, bon, en toute cause, on va y arriver. Donc, vraiment désolé pour ces interférences. Donc, merci d'être devant nous à cette heure, hein. Donc, votre audition va nous être particulièrement utile pour comprendre notamment pourquoi nous sommes passés d'un projet d'élargissement de route nationale à un projet d'autoroute concédée, puisque quand même c'est vraiment le sujet. Notre table ronde du 27 février, que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être suivi les débats, nous a en effet permis de comprendre le poids de l'État dans ce dossier. Dans les années 90 et au début des années 2000, certains effectivement étaient en faveur de la route nationale avant la décision de l'État de recourir à une autoroute concédée, principalement, semble-t-il, à ce stade, je dis semble-t-il à ce stade, pour une raison budgétaire. Donc, vous êtes maire de Castres depuis 2001, ainsi que président de la communauté d'agglomération qui englobe Mazamet. Vous connaissez donc bien la problématique de ces territoires. Alors, vous avez reçu de ma part un questionnaire qui a été mis à la disposition de tout le monde, hein, donc il n'y a pas de souci. D'après vos souvenirs, comment a été perçue localement la décision de recourir à une autoroute? En avez-vous été vous-même surpris ou évidemment, collègues avec lesquels vous travaillez? Était-ce au contraire une décision qui vous a semblé mûrement réfléchie sur la base d'études dont vous aviez eu connaissance et qui ont été portées à votre connaissance et à la connaissance des exécutifs locaux? Alors, votre audition de ce jour a principalement pour objet de nous expliquer les motivations profondes de ce projet et de nous relater les relations que vous entreteniez avec l'État, avec le département et la région dans la conduite de ces phases préparatoires, de comprendre également si depuis la décision de recourir à une autoroute concédée, ce projet vous semble réunir une large majorité politique parmi les élus ou si les avis sont partagés. Et enfin, j'aimerais également que votre audition détermine si les préoccupations environnementales et de sauvegarde de l'agriculture étaient présentes à cette période, au moment où la décision a été prise, parce que la notion de développement durable apparaissait de manière croissante dans les débats publics et il serait intéressant de savoir si les décideurs publics l'avaient à l'esprit et vous-même. Si je pose cette question, c'est pour analyser si la modernisation de cette liaison autoroutière correspondait à une véritable stratégie d'aménagement du territoire, conciliant activité humaine et préservation des activités agricoles et naturelles, et voir si aujourd'hui, au vu des nouveaux impératifs de lutte contre le dérèglement climatique et d'artificialisation des sols, nous avons à ce stade des ZAN qui ont été depuis adoptés. Il ne faudrait pas réinterroger le projet pour reprendre l'expression du président du conseil départemental de Haute-Garonne. Ces questions sont importantes parce que nous sommes dans ce dossier du temps long, très long,
Et il est nécessairement évident que lorsque on a un projet qui date des années 90, eh bien, les citoyens et les citoyennes réinterrogent et les fois le projet et réinterrogent les politiques. 30 ans se sont écoulés et on voit bien que on ne peut baser une légitimité toute démocratique qu'elle soit sur des projets d'un temps si long. Voilà, donc à la fois les questions que je vous ai fait parvenir et puis également celles-là, si vous voulez bien y répondre. Je vous remercie. Oui, madame, je vous remercie de ces questions et de me permettre de m'exprimer devant votre commission. Euh, une partie des réponses vous a été donnée par mon prédécesseur. Je suis désolé de m'être connecté à 2 reprises de façon prématurée. Mais après ma déconnexion, j'ai quand même été sur le site de l'Assemblée pour écouter Arnaud Mandement, qui, avec lequel nous avons entretenu pas mal de débats, mais sur lequel nous avons été toujours à peu près d'accord sur les visions de ce qu'il convenait de faire pour essayer d'apporter remède à la problématique de l'enclavement du bassin de vie de Castres-Mazamet, une sous-préfecture, mais comme il vous l'a clairement dit, une sous-préfecture bien plus importante que certaines préfectures de Midi-Pyrénées, et avec une activité économique qui était à l'époque la deuxième, le deuxième bassin d'activité économique après Toulouse. Et donc, tout le monde considérait ici qu'il fallait apporter des solutions à l'enclavement du territoire. Et donc, ce qu'il vous dit, qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que les solutions, elles ont toujours été, la solution, elle a toujours été la même en termes de désenclavement routier, c'est-à-dire la mise en deux fois de voie de l'itinéraire. Et ce qu'il vous a également dit, qui me paraît très important, c'est que cette mise en deux fois de voie exclut l'aménagement sur place pour à peu près 40%, 40% du tracé. Parce que ça aurait conduit à des désastres. Il a pris l'exemple de la traversée de Saïs, dont on nous disait à l'époque, bah, il n'y a qu'à faire une deux fois de voie dans le village de Saïs. Le maire de Saïs montait sur la table et je comprenait parfaitement, c'était quelque chose de totalement inenvisageable. C'était la mort de son village, la mort programmée de son village. Donc, les partis pris d'aménagement, ils ont été physiques de la réalisation, ils ont été très tôt mis en deux fois de voie parce qu'il fallait sécuriser les temps de parcours, sécuriser les parcours eux-mêmes, aboutir dans un délai raisonnable au franchissement de ces 75 km qui nous séparent de Toulouse. Et la deux fois de voie, c'est le seul type d'aménagement routier qui permet, effectivement, en période hivernale, de pouvoir compter sur des temps de parcours sécurisés, à peu près homogènes, sans prendre de risques particuliers. Et savoir que on va rejoindre grosso modo à partir de Castres l'agglomération toulousaine en 1 heure de temps à peu près. Qu'il pleuve, qu'il fasse du brouillard, que vous puissiez doubler, que vous puissiez pas doubler, voilà. Toutes ces considérations étaient dans les têtes de tout le monde à l'époque. Et donc cette mise en deux fois de voie, elle a été donc validée par l'ensemble des acteurs du territoire très tôt, à partir des années 90, y compris par l'État. Et puis ensuite, pour la réalisation, tout le monde s'est attaché à essayer de le faire dans le cadre des contrats de plan. C'est vrai, sur fond d'État. Et alors, juste quelques chiffres. Donc, les contrats de plan qui ont été concernés par les réalisations qui ont été menées, c'est-à-dire la déviation de Soile et la déviation de Puy-Laurent, qui sont les amorces de cette mise en deux de voie qui ont été réalisées par l'État. Ça a commencé au deuxième contrat de plan, 1989, pour se poursuivre sur le troisième, et le quatrième, qui s'achevait en 2006. Donc de 1989 à 2006, plus exactement à 2008, on a réalisé 10 km de doublement et d'aménagement de doublement qui était prévu, de mise en deux fois de voie qui était prévu par l'État. Donc à ce rythme-là, 10 km en 20 ans, grosso modo, entre les phases de décision, d'étude et de réalisation, 10 km en 20 ans, on s'est dit,
On a été un certain nombre à se dire. Pour les 45 kilomètres qui restent, ça fait 90. D'autant plus que pendant le dernier contrat de plan concerné, c'est-à-dire celui qui courait de 2000 à 2006, l'État a gelé les crédits d'État, en 2002, 2003, 2004. Donc, on comprenait bien que non seulement ça allait prendre du temps, mais qu'en plus, ça allait être compliqué de mobiliser les crédits d'État dans le futur, à l'époque, puisque l'État nous disait, bah, moi, j'ai plus tellement d'argent à mettre sur les infrastructures routières. Je préfère les mettre sur autre chose. Donc, comme on est des gens pragmatiques, enfin, on essaie de l'être. C'est ça, le travail d'un élu local, c'est pas de se taper la tête contre les murs. C'est d'essayer de trouver des solutions. L'idée est venue, je ne sais pas exactement de qui et comment, mais des contacts ont été pris avec les décideurs pour faire en sorte que ben, si l'option contrat de plan réalisation sur fonds d'État n'était pas suffisamment efficace et elle menaçait très clairement de ne pas l'être, ben, il fallait peut-être essayer d'explorer l'autre voie qui était la mise en concession. Parce qu'il y avait l'avantage d'obtenir des financements, enfin de ne plus recourir à des financements d'État, sauf pour la subvention d'équilibre, si on pourra en reparler. Et ça avait aussi l'avantage, nous semblait-il à l'époque, d'aller plus vite que les 90 ans que je vous ai annoncé tout à l'heure. Donc on est de toute façon, on a atteint le résultat espéré, même si ça a pris du temps. Trop de temps, beaucoup trop de temps, mais bon, voilà. L'époque que cette option était envisagée. Elle a été envisagée. Je crois que vous avez auditionné M. Perben, ministre des Transports de l'époque, qui a entendu la voix d'un certain nombre d'acteurs du territoire dont je faisais partie, qui considéraient qu'il fallait essayer de trouver un moyen plus rapide de parvenir à nos objectifs de désenclavement du territoire. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de conciliabule, il n'y a pas eu euh, de, de conversations secrètes, enfin, moi, à ma connaissance, mais il y a eu naturellement de la part des acteurs du territoire, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient associatifs, M. Mandamon vous l'a rappelé aussi tout à l'heure, tous les acteurs du territoire étaient convaincus qu'il fallait essayer d'aller plus vite, mieux, vers les solutions qui nous permettent de parvenir à ce désenclavement de manière la plus opportune et la plus rapide. Et c'est le système de la concession qui a finalement été retenu. Voilà ce qui nous a conduit. Hein. Pour les motivations, moi, je suis extrêmement clair. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Après, on peut toujours fantasmer, imaginer, mais il n'y en a pas d'autres que des considérations purement pratiques euh, sur la décision de mise en concession. Euh, lorsque je recherche, lorsque la commission d'enquête sur la déclaration d'utilité publique s'est réunie et a donc remis son rapport, on peut lire ceci. On peut lire depuis le début des années 90, sous la pression des acteurs économiques du sud-ouest tarnais, l'État étudie la desserte du bassin de Castres-Mazamet par la création ou l'aménagement d'une liaison routière à 2x2 voies. Des études et réalisations partielles se sont succédées pendant près d'un quart de siècle, au cours desquelles les populations locales ont été conviées à s'exprimer à plusieurs reprises sur des projets dont certains ont été abandonnés. Ça vous a été relaté là aussi par M. Montamont. Il y a eu diverses solutions qui ont été envisagées, divers itinéraires. Et puis on a priorisé tout ça. La commission, c'est écrit en conclusion de la commission d'enquête sur la déclaration d'utilité publique, la commission aurait parfaitement pu comprendre que la lassitude et le fatalisme aient pu atteindre certains quand l'État a décidé de réorienter le projet qui était à l'arrêt, faute de financement, vers une mise en concession en novembre 2006. Elle constate, cependant, que la mobilisation de la population, des élus locaux et des partenaires socio-économiques est restée vive au cours des 10 années qui ont suivi. Voilà pour l'état d'esprit et ce qui a présidé au choix de la mise en concession. Sur le reste, pas aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui, c'est légèrement indécent.
je vous livre le fond de ma pensée. Venir dire ce projet a pris trop de temps, il est obsolète. D'abord, le déroulement de ce projet prend du temps et ça amène à des développements procéduraux, y compris en matière environnementale, qui sont tout à fait récents. L'enquête environnementale et toute l'appréciation autour de ce projet de nature environnementale, elle date de début 2023, c'est-à-dire il y a à peine un an. Je ne vois pas comment on peut disqualifier le travail de cette commission et estimer qu'il n'a pas pris en compte toutes les données nécessaires au jour où cette commission s'est réunie, a rendu son rapport. Donc, je ne vois pas ce qui peut permettre de dire que ce projet est obsolète, qu'il est de notre temps, il a été actualisé. Sa conception, elle date effectivement d'il y a longtemps, mais je peux vous garantir que ce ne sont pas les promoteurs du projet qui ont retardé la mise en œuvre de celui-ci. J'ai vu que vous vous posiez la question de savoir ce qui s'était passé entre la fin du débat public organisé par la Commission nationale et 2014 où on reprend véritablement le projet des études. C'est là que je parle un peu d'indécence parce que on a tout un tas d'opposants qui sont à l'œuvre dans tous les étages de la vie administrative et politique et qui s'acharnent à essayer de retarder par tous les moyens possibles et inimaginables le genre de processus auquel nous aspirons. Et alors, entre 2010 et 2012, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire entre la décision ministérielle qui valide le travail réalisé par la Commission nationale de débat public et qui décide qu'il y aura donc un itinéraire de nature autoroutière entre Castres et Toulouse, entre Castres et Verfeil plus exactement, et les élections présidentielles de 2012, je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, ce que je sais, c'est que lorsque M. Hollande a été élu président de la République, la première des choses qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert la commission Mobilité 21 et qu'on a pris 2 ans pour réexaminer la pertinence des projets et pour prioriser à nouveau une énième fois les projets d'infrastructure à réaliser sur le sol français. Donc oui, ce sont 2 ans. Donc on a estimé 2 ans de perdu, bien sûr. Après 2 ans d'incompréhension, effectivement, entre 2010 et 2012, pourquoi les choses n'ont pas avancé, je n'en sais rien. Et pourquoi il a fallu rouvrir une commission Mobilité 21 en 2012, je n'en sais rien non plus, je n'ai pas ces réponses. Mais ce que je constate, c'est que là, 4 ans à attendre que des décisions qui avaient été prises se traduisent en actes administratifs et en opérations. J'ai pas d'autre réponse à vous donner. Il n'y a aucune indécence à poser des